Je vous propose, c'est de nous intéresser d'abord aux salariés. Je vais demander à Madame Louisa Nunes, qui est aide-soignante à la résidence de la Tour à Conflans-Sainte-Honorine, de bien vouloir me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Madame Nunes. On va vous apporter un micro. Bonjour. Merci d'être là. Je vous en prie. Et puis de nous raconter comment vous avez fait, le parcours qui a été le vôtre. Alors, je disais tout à l'heure, illettrisme. Est-ce que vous releviez de l'illettrisme? Est-ce que vous étiez quelqu'un d'illettré ou pas, Madame Nunes? Je sais quand même écrire, je viens du Portugal, Ouais. je sais écrire quand même le portugais, mais en France, je connaissais rien du tout, et ça a été vraiment une vraie démarche. Comment ça s'est passé au début? Quel a été votre... Au début, cette maison de retraite... Approchez bien votre micro, qu'on vous entende bien. Voilà. Merci. Au début, cette maison de retraite, on n'entendait pas parler de formation, et elle a été rachetée par le groupe Dolcea, et quelques temps après, on a entendu dire que le groupe Dolcea voulait que tout le personnel soit en formation, qui puisse avoir une formation. Donc, nous voilà repartis. On nous a dit quelqu'un de chez Mayor Formation va venir pour faire un test pour évaluer notre français. Moi, j'en voulais même pas parce que, vu mon âge, j'avais déjà 55 ans. Donc, je ne voyais pas l'utilité. Je me disais, je suis incapable, je n'arriverai jamais. Mais c'était la loi, tout le monde y va. Et moi compris. Bon, nous voilà repartis avec un programme pour 2 ans. 80 jours de formation. Quel type de formation? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Alors, c'était d'abord une remise à niveau en français. J'étais accueillie le premier jour et pendant toute une année, j'étais avec un jeune homme de l'âge de mon fils. Je voyais les choses un peu, mais je me disais, bon, peut-être que ça va aller. Et ce jeune homme, très gentil, très accueillant, d'une patience formidable, il a réussi à m'amener à une remise à niveau tout à fait utilitaire pour moi, qui m'a permis de pouvoir m'exprimer par écrit, bien sûr, surtout et oral. Mais dans ce parcours que vous avez suivi, quelle a été la part de ce qui s'appelle la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis expériences? Qu'est-ce que ça veut dire, validation, acquis expérience pour vous? Valider mon expérience, j'avais déjà 15 ans de maison, et valider mon expérience de tout mon travail de 15 ans. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup d'expérience, mais je ne pouvais pas m'exprimer par écrit. Et pour pouvoir m'exprimer, il a fallu cette formation pour pouvoir y arriver. Et enfin, aboutir à votre diplôme d'aide-soignante. Et enfin, j'ai abouti à un diplôme d'aide-soignante. J'ai eu tous les modules d'une seule fois. Ouais. Du premier coup. C'est génial. Merci. J'étais vraiment très, très contente. Je ne m'attendais pas du tout. Et puis finalement, cette réussite, je la dois à toutes ces personnes qui nous ont entourés. Mais vous vous êtes senti très entouré? Très, très entouré. Jamais une remarque désagréable et qui puisse vexer, puisque quand on a plus de 55 ans, on est vexé quand on fait une remarque devant les autres collègues qui sont là en formation, comme moi. Et on était pris à côté dans une autre salle, et c'était personnel la remarque qu'on nous faisait. C'était que pour nous. Et on n'était pas gênés finalement, comme si ça aurait été fait désagréablement devant toutes les autres collègues. Et c'était comme ça pour toutes les collègues qui étaient avec moi. Alors vous avez vu, Madame Nunes, que dans le film, il est question des tuteurs. Alors je vais demander à quelqu'un qui est tuteur, en l'occurrence à Mirella Guillaume. Elle est infirmière coordinatrice au Jardin d'Astrée. Mirella Guillaume, si vous voulez bien venir nous rejoindre sur ce plateau avec Madame Nunes. On va vous apporter aussi un micro. D'abord, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Tuteur, qu'est-ce que vous mettez dans ce mot-là, tuteur? Qu'est-ce que c'est qu'être tuteur, en l'occurrence, là? Tuteur, Tenez bien votre micro. Tuteur, c'est être référent au sein de son établissement, de transmettre un métier par des capacités techniques sur le terrain.
Mais il n'y a pas que ça, on a entendu ce que nous disait Madame Nunes, c'est un accompagnement qui Tout à n'est fait. pas simplement dans les outils, c'est votre présence, j'imagine aussi. Hein. Tout à fait. C'est la relation entre vous deux. Bien sûr, en effet, être tuteur, c'est aussi accueillir, accompagner, aider le salarié qui va faire une formation, soit par l'intermédiaire de la VAE, soit par un contrat de professionnalisation, ou encore des salariés qui sont en professionnalisation, des auxiliaires de vie, qui vont à l'école, dans le cursus normal, faire 1 an de formation aide-soignante, 18 mois de formation ANP, aide médico-psychologique. Mais pour la jeune tuteur que vous êtes, est-ce que c'est une difficulté particulière d'accompagner des personnes qui sont plus âgées qu'elles? Madame Nunes nous a donné son nom. Madame Nunes, moi je suis comme vous, on est dans les seniors maintenant. Accompagner un senior, est-ce que ça engage un type d'activité, de comportement particulier ou pas? Tout à fait. Tuteur, ça s'invente pas. C'est pour ça qu'il y a la formation. Hein. À Mayor, par exemple, on fait cette formation sur 38 heures. C'est important d'y participer de manière à mieux accompagner, notamment les personnes plus âgées que nous. On le rencontre souvent. Hein. Moi, j'ai 33 ans et j'accompagne effectivement des dames de 50 ans qui sont reconversion professionnelle ou alors qui étaient déjà professionnels sur le terrain, mais non diplômés. Il faut avoir une attitude différente qu'un jeune de 22 ans, c'est pas pareil. C'est une personne qui a déjà un parcours, qui a déjà travaillé, qui a une certaine expérience, qui souvent connaît très bien le métier, mais malheureusement n'a pas eu l'occasion de se former, d'avoir un diplôme. Mais quel a été le rôle de Formap pour votre propre formation? Et au fond, quels sont les outils aujourd'hui dont vous disposez? Alors, le rôle de Formap a été, d'une part, a donné à mon employeur la possibilité de me faire accéder à la formation tuteur, me permet aussi de développer du temps en plus de mon travail de coordinatrice pour permettre à ces personnes de transmettre mon savoir à ces personnes, de les accompagner aussi d'un point de vue théorie. Hein. Il n'y a pas uniquement la technicité sur le terrain, mais il y a aussi des rapports de stage, par exemple. Donc, mon employeur, grâce à Formap qui finance, développe du temps et ça me donne le temps dans la journée de voir ces personnes et de les accompagner le mieux que possible. Un mot très important que vous venez d'employer, du temps. Vous avez eu l'impression qu'on vous donnait du temps pour cette formation, Madame Nunes? J'ai eu assez de temps pour cette formation. D'ailleurs, on n'a pas vu l'utilité de continuer. J'étais apte à passer devant le jury dès mes 2 ans terminés. J'ai eu assez de temps. Mais c'est important le temps. Dans une société où tout s'accélère tout le temps, là, vous prenez le temps de cette formation. Tout à fait. Vous donnez ce temps-là. Bien sûr, on est obligé de prendre le temps puisque le tuteur doit créer quand même un environnement sécurisant, hein, et aussi avoir des aptitudes, bien sûr, pédagogiques pour emmener le futur diplômé au diplôme. Mais ça, c'est un diplômé en or massif, hein, Madame Nunes. C'est un parcours formidable. Tout à fait. On va demander à Madame Marie-Thérèse Geffroy, qui est directrice de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, de bien vouloir nous rejoindre. Madame Geffroy, bienvenue à vous. Bonjour Madame, je vous en prie, mettez-vous avec ces dames. Quelle a été pour vous votre réaction la première fois où vous vous êtes confronté à l'illettrisme? C'était un choc ou pas? Oui, c'était un choc, mais je pense qu'il faudrait justement sortir de cette conception de... Tout à l'heure, quand vous avez prononcé le mot illettrisme, j'ai senti un petit frémissement derrière moi. Oh là là, il a dit le mot. Et pourquoi je trouve pas Pourquoi pas? Et le problème d'ailleurs, c'est que Madame Nunes, justement, a eu la chance de suivre une formation de remise à niveau, mais Madame Nunes fait partie des personnes qui sont arrivées en France, qui avaient été scolarisées dans un autre pays, qui ne parlaient pas le français. Donc elle a bénéficié, surtout apparemment, d'une remise à niveau en français langue étrangère, et puis peut-être aussi d'un accroissement de ses connaissances après pour pouvoir écrire mieux le français, et puis certainement d'une élévation de son niveau. Et dans notre pays, on a beaucoup de confusion dans les esprits à propos de phénomènes qui se ressemblent parfois, mais qui ne sont
pas du tout les mêmes. Vous avez 3 100 000 personnes âgées de 18 à 65 ans en France qui ont été scolarisées dans notre pays et qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture d'un message simple de la vie quotidienne. Et parmi ces 3 100 000 personnes, il y en a 1 800 000, 57% qui sont au travail, qui exercent un emploi, qui ont développé des compétences et qui remplissent très bien leur poste de travail, qui ont réussi justement à développer tout ce patrimoine de compétences, toute cette aptitude au travail, sans avoir recours à l'écrit. Et il ne faut pas avoir ce mouvement de recul quand on découvre qu'elles ne savent pas bien lire, écrire, compter, parce qu'elles savent faire des tas d'autres choses, et que lire, écrire, compter, dans notre société, dans notre pays, ça peut se réapprendre à tout âge. Et qu'il faut, tout d'abord, pour que tous ceux qui sont dans un certain nombre de branches professionnelles confrontés à cette difficulté au quotidien, qu'on tourne, trouvent des traces de stratégie pour se faire aider et pour bien faire face à leur travail, il faut surtout que nous leur fassions d'abord confiance pour leurs capacités professionnelles et puis que nous ne les regardions pas comme s'ils avaient un problème terrible. Ils ont une difficulté dont ils peuvent sortir. Mais jusqu'où allez-vous dans cet accompagnement ? Le titre générique de cette séquence, c'est « Individualisation des parcours ». S'agissant par exemple de Madame Nunes, c'est une personne avec son histoire, avec son rapport au monde. La formation que vous lui apportez tient-elle compte de la personnalité unique de Madame Nunes ? Faites-vous du sur-mesure, au fond ? Alors, bien sûr qu'il faut faire du sur-mesure, mais ce sont les organismes de formation qui travaillent avec les OPCA, qui travaillent aussi avec tout le réseau que nous avons développé pour développer un certain nombre de pratiques qui marchent, et surtout, on ne donne pas une formation à quelqu'un parce qu'on a découvert qu'il ne sait pas lire et écrire. On engage quelqu'un dans une formation parce que dans son parcours professionnel, justement, il a besoin, à un moment donné, de reconquérir, de pouvoir réacquérir, de pouvoir consolider ses compétences de base sans lesquelles il ne peut pas, dans les conditions qui évoluent, mener à bien sa tâche, ou comme c'est votre cas, il ne peut pas accéder à une qualification supplémentaire, accéder à une reconnaissance supplémentaire, alors qu'il en a tout à fait les autres qualités professionnelles. Et c'est ça qui est important. Monsieur. On ne donne pas, on ne dispense pas des leçons d'écriture, de lecture à des adultes. On s'appuie sur des situations professionnelles pour essayer de faire en sorte de bâtir des parcours qui soient les plus individualisés possibles, mais qui soient toujours en référence avec la situation de travail, tout cela dans le contexte des besoins des entreprises, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles d'une autre branche professionnelle. Mais Madame Nunes, alors évidemment personne ne vous le souhaite, mais imaginons que malheureusement il y ait à nouveau dans votre vie professionnelle des changements à prévoir. La formation que vous avez reçue, avez-vous l'impression qu'elle vous donne au fond de meilleures armes pour répondre à des situations nouvelles? Est-ce que vous êtes au fond mieux préparé à des changements que vous ne l'étiez autrefois? Bien sûr que ça me donne, j'ai plus de facilité de parler le français, de m'exprimer. Je pense que j'aurais eu moins de problèmes, même si j'aurais fait un autre métier par la suite, si celui-là ne me convient pas, mais il me convient très bien. Donc, on a compris que vous étiez heureuse et épanouie. Là. Très, très heureuse et franchement, je ne m'attendais pas à avoir un diplôme. Mais j'ai réussi, j'ai mis tous mes efforts, enfin, toutes mes qualités professionnelles. Et apparemment, ça vaut la peine d'essayer et puis d'aller faire la formation. Il y a un moyen, Madame Geffroy, de mesurer l'efficacité de cette formation, notamment dans tout ce qui relève de la rupture professionnelle et des moyens d'y répondre quand on a reçu cette formation. Bien sûr, il y a un moyen de le mesurer. Beaucoup d'organismes de formation et d'organismes paritaires collecteurs agréés ont mené des évaluations. On s'aperçoit que, comme Madame, les personnes qui ont bénéficié d'une remise à niveau en compétences de base, eh bien, ont bien plus confiance en elles, qu'elles sont bien plus à l'aise dans leur travail, dans leurs contacts, que ce soit avec leurs clients ou avec, dans votre cas, leurs patients, avec leur encadrement, et puis aussi qu'elles sont beaucoup plus aptes à faire face à des situations qui changent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avec un certain nombre de branches, d'OPCA de branches, a été mis en œuvre, a été réalisé une sorte de
tout petit, modeste référentiel des compétences de base en situation professionnelle qui fait en sorte que on recense les différentes situations de travail, qu'on parle des situations de travail, de la gestion du quotidien, de l'imprévu, et que on en dégage ce que les gens ont à développer comme compétences et ce qu'ils doivent savoir en matière de savoir vraiment de base pour pouvoir développer ces compétences. Monsieur Jean-Pierre Abdelli, qui est administrateur Formap, va venir nous rejoindre, s'il vous plaît, sur ce plateau. Monsieur Abdelli est par ailleurs dirige la clinique Saint-Dominique de Flers en Normandie. Bienvenue à vous, Monsieur Abdelli. Bonsoir. Bonsoir. La question paraît, car la démonstration a été faite de la pertinence et de l'intérêt, mais pourquoi mettre en œuvre une démarche de VAE dans un établissement aujourd'hui? Avant de vous répondre, j'aimerais savoir si on va être tourné au ridicule après. Parce que si c'est ça, je peux il faut se méfier de tout. Non, mais vous avez remarqué que c'est pas le ridicule. Non, c'est pas ridicule. Non, je plaisante. C'est la finesse et la vigilance absolue, y compris dans les mots que nous utilisons. Donc, en effet, il faut être prudent. Oui, pour répondre à votre question, effectivement, c'est quelque chose qui était nécessaire. C'est quelque chose dans lequel je me suis et mon établissement s'est investi et qui a trouvé une écoute tout à fait favorable de la part et des délégués syndicaux et comités d'entreprise et également des salariés. Mais ça, on n'est pas dans l'angélisme. Pour de bon, ça fonctionne. Parce que ça fonctionne. Vous avez remarqué les Bataclowns tout à l'heure, qui ont un peu joué avec ce type de relation. Je ne parle que de ce que je connais. Bien sûr. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, comment ça s'est passé? C'est très simple. Nous avons fait appel à candidature et nous avons eu, en 2005 déjà, 8 candidats. 8 candidats qui se sont spontanément, qui ont fait acte de candidature auprès de la direction de la clinique, si vous voulez. Et à la suite de cette candidature, nous avons recruté, il y en avait même un petit peu plus, essentiellement ceux qui étaient plutôt dans l'hygiène de l'établissement et d'autres dans le confort du patient. Et nous avons, à la suite de ça, réuni une commission où il y avait un évaluateur au sein de l'établissement, un cadre, une infirmière, qui a, avec une grille, testé chaque salarié. Ouais. À la suite de ça, l'affaire était lancée. Nous avons mis en route les dossiers, la DRAS, les capitaux, le FONGECIF, Formap, etc. Et l'affaire a été jouée. Aujourd'hui, nous avons, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 12 aides-soignantes formées de cette façon-là. Mais si vous faites le bilan, au fond, quel est l'apport pour les salariés, ceux qui sont concernés, et puis quel est l'apport pour vous? C'est-à-dire, quel est l'apport pour l'établissement, au fond? Alors d'abord, je voudrais aller un petit peu en amont, si vous voulez. Pourquoi, au niveau de la direction, déjà, c'est quelque chose qui est intéressant. Je dirais, ça prêche pas pour ma région, mais je suis dans une région, la Basse-Normandie pour ne pas la nommer, qui est sinistrée en ce qui concerne le recrutement médical, paramédical, infirmière, aide-soignante. Fort de cela, si vous voulez, et l'Orne en particulier, puisque je suis dans l'Orne, fort de cela, si vous voulez, on a été amené par là même à vouloir trouver à l'intérieur de l'établissement les forces vives qui existaient et qui avaient envie de faire quelque chose. On a pu tester leur qualité d'organisation, leur qualité d'accueil de patients, la qualité d'intégration dans les nouvelles équipes. Et c'est pour elles, d'après ce que j'ai vu, un sentiment de satisfaction aujourd'hui. Et pour vous? Ah, pour moi aussi, tout à fait. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est partagé. Je dirais, je vais même plus loin. Je risque de faire hurler certaines personnes, mais je serais, pour ma part, très favorable à des projets de VAE pour former des infirmières. Apparemment, vous ne faites pas tellement hurler. Hein? Ça me fait plaisir, cette réaction me fait plaisir. Je sais qu'il y a des lobbying qui freinent des cas de fer, mais je dirais, je voudrais pas passer pour un vieux machin, ce que je suis, mais quelques 35 ou 40 ans en arrière, vous aviez ce que l'on appelait les infirmières autorisées.
c'est-à-dire des infirmières qui n'étaient pas diplômées, mais que l'on autorisait, à qui on reconnaissait une capacité à exercer des fonctions d'infirmière. Aujourd'hui, la VAE est un moyen peu ou prou similaire, si vous voulez, pour accéder à cela. On peut très bien imaginer, et il faut le faire, et il faudra qu'on y arrive. D'un mot, vous pensez qu'on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans le secteur professionnel ou pas? Aujourd'hui, attendez, il y a je vous disais tout à l'heure, il y a tout un tas de choses à remuer, vous parliez de barrières, de murs, je dirais que là, il en existe, manifestement. Mais je crois qu'il faut se pencher sur la question, parce que quand vous formez quelqu'un qui vient déjà de la profession, qui est dans votre établissement, c'est quelqu'un qui connaît, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il va faire, il sait pourquoi il est là. Et il y a, si vous voulez, une sélection naturelle qui se fait par rapport à quelqu'un qui arrive, les mains dans les poches, en sifflant, le chewing-gum dans la bouche, en vous disant « c'est moi que voilà, je voudrais être soignante » ou voilà, c'est tout. Il y a une question importante aussi sur laquelle on va s'arrêter un instant, c'est la fidélisation du personnel. Oui. Et je vais demander à Madame Jeanne Loyer, qui dirige la clinique Sainte-Clotilde dans l'île de la Réunion, qui fait partie du groupe Clinifutur. Bienvenue à vous, Madame Loyer. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Fidéliser le personnel, c'est pas évident. Alors, comment vous faites? Comment ça se passe? Je viens d'une région sinistrée aussi, mais au soleil, parce que je viens de la Réunion. C'est un avantage. Et la question a été comment fidéliser, puisque nous avions un turnover de environ 300 infirmières par an que je faisais venir de métropole, puisque j'ai à peu près 3 cliniques avec 1000 employés. Et pour ce qui est des aides-soignantes, nous allons avoir 1000 lits et nous avons 0 aide-soignante aujourd'hui. Je ne vais pas faire de la publicité, mais en 2007, Zoro est arrivé, c'était Formap, merci. Et aujourd'hui, nous avons 56 VAE, aides-soignantes. Je pense que pour ces 3 prochaines années, c'est pas suffisant, puisque nous avons encore à peu près 250 personnes à former. Et on avait ce gros problème d'illettrisme, puisque nous obtenons à peu près 17% sur ces 56. Et que faire? Donc c'est vrai qu'on est toujours à retardement, je le regrette, mais moi, Formap, ça fait pas très longtemps. Et puis je vais sûrement, on va en parler, puisque je vous découvre aussi. Et nous allons avoir besoin de l'avant et de l'après, puisque c'est pas le tout de dire nous les envoyons faire, mais que faire pour pouvoir faciliter les choses. Et je posais la question de la fidélisation. Considérez-vous que la VAE, c'est un outil pour la fidélisation ou pas? Oui, je rebondis, puisque c'est une façon pour moi en tout cas de les garder, puisque le fonctionnement de maintenant c'est que des CDD, donc c'est une fonction. La deuxième, ils connaissent bien le terrain, effectivement, ils connaissent bien. Donc ça, on a toute cette partie qui est déjà engagée. Et puis la troisième, c'est de dire j'ai un emploi, j'ai un diplôme, je peux rester sur l'île, parce qu'on est sur une île. Voilà. Et quand vous entendiez, quand vous écoutiez avec nous tout à l'heure, Madame Nounès, vous avez des Madame Nounès à Sainte-Clotilde, vous avez des parcours de ce type-là, et au fond, qu'est-ce que ça produit d'ailleurs dans l'établissement? Moi, j'ai des Madame Nounès, et puis j'ai aussi les non-Madame Nounès qui sont très tristes aussi. Et qui, on va se pencher sur ce genre de personnes qui depuis 3 ans n'y arrivent pas aussi. Il faut y songer. Et on en a pas mal. Ça représente quand même plus de 45%. Et vous avez des outils pour les accompagner, pour aboutir Je les ai eus il n'y a pas très longtemps. C'est Formap qui me les a donnés. Donc je fais pas de la publicité, mais c'est toujours eux. Et puis j'ai rencontré, je crois, Mayor qui sont passés. Donc on va voir avec eux comment est-ce qu'on peut s'organiser. On va demander... Je ne suis pas payé pour la publicité. Oui. On va demander une autre contribution qui est celle de Monsieur Guy Boudet. Monsieur Boudet est le chef du bureau à la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins. DOS, bienvenue à vous, Monsieur Boudet. On vous amène un micro. Dans votre secteur, VAE, quelle actualité, quelle forme, Bien, vous avez une illustration de ce que le ministère peut faire dans un domaine donc là qui est un petit peu différent de celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous avez vu que l'État contrôle parfois, c'est normal. Mais dans le cas précis, sur les diplômes, qui sont les diplômes du secteur de la santé, l'État est certificateur. Alors, notamment pour ces diplômes du secteur sanitaire, aides-soignants, infirmiers.
Et je crois que ce qui est... Qui sont, pardon, mais pour bien vous suivre, qui sont des nouveaux diplômes ou pas? Non, Qui relèvent de nouveaux diplômes ou pas? Alors, ce ne sont pas vraiment des nouveaux diplômes dans le sens où ils existent depuis longtemps. Par contre, ce qui est nouveau, effectivement, c'est la démarche d'ouverture de ces diplômes à la validation des acquis d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis 2005. Et c'est une petite révolution dans l'organisation d'un diplôme. C'est-à-dire qu'un diplôme, ce n'est pas que de la formation. Il faut réingénier le diplôme, l'organiser autour des compétences pour permettre de reconnaître de l'expérience quand des personnes ont exercé des activités et démontrent à un jury, celui du diplôme, qu'elles ont les compétences pour le faire. C'était votre cas. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, vous avez rencontré à un moment donné le jury du diplôme d'aide-soignant et sur la base du dossier que vous avez constitué, le jury a validé toutes les compétences qui étaient requises pour exercer. Il a validé tous mes modules. C'est ça. J'ai simplement parlé de mes procédés, de mes façons de faire. C'est vrai que cette formation est indispensable pour pouvoir s'exprimer devant toutes ces questions. Mais si on reste simple avec ces mots simples, et je pense qu'il n'y a aucun problème si on travaille dans des conditions correctes, si tous les jours on essaye de s'améliorer dans notre travail, c'est vraiment indispensable d'avoir la formation pour pouvoir s'exprimer. Parce que j'ai beaucoup de pratiques, j'ai beaucoup de connaissances, mais le tout, c'est de pouvoir s'exprimer pour pouvoir faire voir au jury que, voilà. J'ai remarqué, pardon, mais tout de même la qualité d'expression. Module, validation, etc. Madame Nounès, sacré parcours. Hein. Sacré parcours. Excusez-moi, je ne savais pas que le peu qu'on puisse faire pour une personne âgée, je n'aurais jamais compris ni su, sans cette formation, que c'est si important. La prise en charge d'une personne âgée, il y a les pathologies différentes. Il faut trouver des astuces, il faut changer de comportement s'il faut envers la personne. Eh ben, mon Dieu, on y arrive. Il y a astuce, il y a changer de comportement, mais on a commencé aussi, Monsieur Boudet, pardon, Madame Nounès, on a commencé tout à l'heure par parler de simplification, on a parlé aussi d'ouverture. Où voyez-vous aujourd'hui, dans une activité qui a quand même été très souvent et très longtemps très réglementée, où sont les ouvertures et où sont les changements réels possibles? Alors, effectivement, c'est là un petit peu le fond du problème. Quand on parle du diplôme d'État d'aide-soignant, donc ce qui vient d'être démontré, c'est qu'on peut l'avoir sans faire la formation académique, mais par un parcours d'accompagnement qui montre qu'on a le niveau et les compétences. Et madame n'a pas fait les 9 mois de formation que ferait une autre personne qui passerait le concours d'entrée dans l'école. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, les éléments de simplification sont à un autre niveau. On a toute une autre série de diplômes qui représentent, et vous l'avez évoqué quand vous avez parlé du diplôme d'État des infirmiers, qui représentent un niveau de formation supérieur. Pour vous donner une comparaison, on est formé pour devenir aide-soignant en 9 mois, quand on suit la formation académique, et aujourd'hui, puisqu'on vient de réingénier le diplôme d'État d'infirmier, il faut quand même faire 6 semestres de formation, c'est-à-dire à peu près 3 ans, ce qui représente un petit peu plus de 5000 heures. Simplement, dans le travail qu'on vient de faire autour du diplôme d'État d'infirmier, il y a 2 niveaux. Quelle entrée dans la continuité pour des gens qui ont été aides-soignants? Et puis, quelle ambition pour les infirmières demain? Vous savez que dans notre pays, aujourd'hui, il y a un problème de démographie médicale et on parle beaucoup, et notre ministère en fait la promotion, de coopération entre médecins et infirmiers. Donc, l'élément nouveau, c'est un arrêté qui vient d'être signé récemment, puisque l'arrêté qui réorganise le diplôme d'État d'infirmier, il est daté du 28 mai 2009, donc c'est récent, vous me l'accorderez. Donc, il prévoit 2 choses. D'abord, et ça tire vers le haut, c'est la reconnaissance du diplôme d'État infirmier au grade de licence, grâce au partenariat avec l'enseignement supérieur que nous avons mis en place ces dernières années. Et l'autre élément, c'est qu'on va créer une voie particulière pour les aides-soignants. Elle existait déjà, mais elle est complètement reformatée. C'est une voie de dispense de scolarité
sur un champ qui va être limité, certes, puisqu'on ne peut pas faire de validation des acquis d'expérience, parce que précisément infirmier, c'est une profession réglementée, et celui qui exerce sans avoir le diplôme, il est en exercice illégal, en infraction. Mais cette voie-là, celle dont je parle, qui est nouvelle, elle va permettre à des aides-soignants de rentrer dans des conditions un petit peu particulières. Mais vous pensez que ça va contribuer à compenser la forte pénurie de personnel qualifié, cette ouverture-là, ou pas? Alors, attendez, la pénurie des personnels qualifiés, je dirais que malgré tout, elle est relative. Quand on regarde les chiffres de la démographie, on forme depuis des années un grand nombre d'infirmiers et de personnels paramédicaux, et on n'en a jamais eu autant quand on regarde la tendance. Mais de notre côté, on vous dira aussi qu'on n'en a jamais eu autant besoin parce qu'il y a beaucoup de plans de santé publique qui se développent. Par contre, un des problèmes sur lesquels, notamment dans tous les secteurs, que ce soit public ou privé, on achoppe, c'est effectivement la baisse de la démographie médicale. Donc, il faut recomposer des tâches et des métiers. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des infirmières qui soient formées à un niveau un petit peu supérieur. La reconnaissance en grade de licence rentre dans cette perspective. Mais si vous le permettez, je voulais me poser une question. Non, je vous en prie. Voilà. Je voulais dire un mot sur cette voie particulière de dispense de scolarité pour les aides-soignants qui ont 3 ans d'expérience. Donc, dans un avenir proche, pas la sélection actuelle qui vient d'être faite, mais pour la prochaine rentrée, le programme dont je parle, réingénié, il va s'appliquer pour la rentrée de septembre 2009. Donc les infirmières qui sortiront, ce sera en 2012 avec un diplôme d'État et le grade de licence. Mais dans la prochaine sélection, il va y avoir une voie donc de dispense de scolarité pour les aides-soignants qui ont 3 ans donc d'exercice. Et cette voie, c'est une sélection sur 20% des places en première année, sur une épreuve qui va durer 2 heures, sur 3 questions de situation professionnelle. Et les personnes qui auront réussi effectivement cette épreuve-là, elles vont bénéficier de dispense de scolarité d'environ 3 mois. Il y a 5 semaines de stage et quelques temps de formation qui vont être économisés, puisqu'on tient compte de la formation faite antérieurement en qualité d'aide-soignant. On pense que ça va à la fois créer une aspiration en termes d'accès. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'aides-soignants qui réussissent les épreuves du concours classique. Par contre, on sait que ça va être aussi une exigence, puisque le niveau de la scolarité évoluant, il y a notamment un effort sur les sciences fondamentales qui ont été introduites parce que dans les parcours de type universitaire qui peuvent se faire, il faut ce niveau-là. Il faudra effectivement que les personnes qui se lanceront dans cette voie, si elles sont aides-soignantes de formation, elles aient fait une remise à niveau qui leur permette de ne pas se faire éliminer au cours de la scolarité. Mais c'est une ouverture intéressante et c'est ce qu'on a trouvé pour reconnaître le profil particulier de l'aide-soignant et lui permettre de rentrer dans un dispositif qui, derrière, puisque ce sera un diplôme d'État reconnu au niveau licence, aura un impact financier en termes de rémunération qui sera évolutif. Mais ça sera pour les personnes qui vont sortir donc en 2012. Voilà. Donc ça, c'est une action importante. Mais cette VAE dont nous parlons depuis tout à l'heure, s'il y a vraiment quelqu'un en France qui l'a portée, c'est Vincent Merle. Je vous demande de l'accueillir avec nous maintenant. Vincent Merle, il est professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Bienvenue à vous, monsieur Merle. Votre définition de la VAE, tenez, vous qui quand même, quand je dis que vous l'avez portée, en effet, vous l'avez ô combien porté la VAE. Validation des acquis, de l'expérience. Il suffit de oui, non mais au-delà de ça, au-delà des... Ça veut dire qu'on valide, et ça a été dit tout à l'heure, on reconnaît, on dit ça a valeur. D'ailleurs, madame, vous disiez tout à l'heure, au fond, je me rendais pas compte que ce que je savais faire, ça avait de la valeur. Voilà, on le valide. Hein. Et on valide quoi? On valide l'expérience, on valide les acquis de l'expérience. Ouais. Pas simplement... J'ai fait, c'est ça qu'on valide, mais en faisant, j'ai appris. Et ça, c'est très important. Marie-Thérèse le suggérait d'ailleurs tout à l'heure. On apprend à résoudre une situation. C'est pas parce qu'on s'est répliqué à nouveau cette situation, la résoudre à nouveau, qu'on va valider quelque chose. C'est parce que, dans le déroulement de cette situation, on a appris des choses. On a su mettre des mots sur ce qu'on faisait. Et ça mérite d'être reconnu. Alors, non seulement vous l'avez porté, la VAE, mais vous avez même fait un rapport sur la VAE. Qu'est-ce que vous mettez en gros dans le rapport? Qu'est-ce qui va encore changer? Autant en termes d'ailleurs de loi, que d'accords passés. Enfin, où sont les changements à venir maintenant pour vous? Alors, effectivement, on me dit parfois que je suis le père de la VAE. Alors, je voudrais quand même signaler que j'ai 2 filles qui s'appellent Clémentine et Katia, et que si la 3e s'appelle VAE, les 2 autres sont très jalouses. Surtout que la VAE, j'ai faite sans la maman. Hein. Non, mais donc, vous avez vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Alors, je sais pas avec qui, mais... Oui, avec beaucoup de gens. Bon. Hein. Mais l'intérêt de ce groupe, quel était-il? C'est qu'au fond, au moment où on a fait adopter cette loi, on avait des intuitions très très fortes
Mais honnêtement, je vais vous l'avouer, on ne savait pas très bien où on allait. C'était quand même sacrément culotté de dire tous les diplômes, ou presque, Guy Vaudet, seront accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience. C'était quelque chose, on ne savait même pas comment ça allait vraiment fonctionner. Il y avait eu quelques expériences avant, à l'éducation nationale, mais franchement, dans un pays qui accorde une telle importance au savoir académique, qui accorde une telle importance à la formation en tant que telle, et c'est un prof qui vous le dit. Bien sûr. C'était quand même assez étrange de dire que tout à coup, simplement au vu des acquis de l'expérience, on allait pouvoir donner les mêmes diplômes que ceux qui sont passés dans les belles écoles. Est-ce que vous aviez fait le pari de ce qui faisait sourire nos amis les Bataclowns tout à l'heure, le pari de l'ascenseur social? Est-ce que vous aviez fait le pari de ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire, et notamment chez vous, madame, à l'île de la Réunion, de ce qui relève de la fidélisation? Est-ce que tout ça était dans le projet, dans votre tête? Bien sûr, ça faisait partie des intuitions. Et aussi, je dirais, le mot qui a été utilisé tout à l'heure, qui est celui de parcours. Effectivement, partir en formation 2 ans, 3 ans, on en a vu des exemples, c'est bien, et puis le FONGECIF, tout ça, ça permet parfois de le faire. Mais quand on peut valider un bout, compléter en ayant un morceau de formation, et puis qu'on va accumuler encore de l'expérience ailleurs, on est bien dans le parcours. Et le fait qu'au bout, il y ait cette reconnaissance qui est le diplôme, qui a une valeur sur le marché du travail, c'est une des modalités de la sécurisation. Alors, fidélisation, dites-vous. C'est vrai que c'est un point important aussi, et que c'était présent dans les esprits de ceux qui ont voté la loi. Pourquoi? Parce qu'au fond, quelqu'un dont vous reconnaissez vraiment les qualités professionnelles, bien sûr, dans un entretien annuel, on peut le faire, t'as bien travaillé. Mais lui dire, attends, là, il y a un jury dans lequel il y a des vrais professionnels, dans lequel il y a des formateurs, et c'est eux qui vont dire, oui, tu mérites le diplôme. Quelque part, quand vous avez favorisé un parcours comme celui-là, votre salarié, d'une certaine façon, il vous est plus fidèle. Certains vont monnayer leur diplôme ailleurs. Oui, mais beaucoup disent, c'est l'entreprise qui m'a permis d'être compétent, d'apprendre des choses, et donc je tiens à y rester. Un paramètre sur lequel Myriela Guillaume a insisté tout à l'heure et qui est, de mon point de vue, mais je sais que pour vous aussi, fondamental, le temps. Oui. Le besoin de temps. Le choix du temps. Oui. Difficile à imposer ou pas? Difficile à imposer, à la fois effectivement absolument nécessaire. S'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience, ça n'est pas confortable, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure. Ouais. Ça nécessite une prise de conscience de ce qu'on sait faire, un recul sur sa propre expérience. Et ça ne vient pas tout de suite, parfois. On a tellement l'impression que, au fond, on le fait naturellement, on ne sait pas qu'on sait. Et là, il faut prendre du temps. Et puis après, la validation, il faut non seulement savoir s'exprimer, vous l'avez fort bien dit, il faut remplir un dossier, être accompagné. Tout ça, ça suppose du temps. Alors je vois quelques ministres de temps en temps, quelle que soit leur couleur politique, qui arrivent pressés, qui disent « il faudrait doubler le nombre de VAE, allez accélérer, pousser les machines ». Oui, peut-être, il faut en faire plus, je suis d'accord. Mais en même temps, il faut aussi du temps. Parce que ce retour sur sa propre expérience, cette exigence de validation, c'est en soi une démarche qui est formatrice. Et donc vouloir aller trop vite, je pense que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler parcours et sécurisation des parcours si on n'accepte pas que les gens ont des rythmes différents, qu'il y en a qui vont passer beaucoup de temps en formation et d'autres qui vont plutôt apprendre par l'expérience. Et donc le respect des rythmes de chacun, c'est quelque chose d'absolument essentiel. On ne monte pas dans l'ascenseur social comme on met des bataillons au feu. Effectivement, ce sont des démarches compliquées. Et donc s'il n'y a pas du temps pour le faire, du temps pour soi, du temps avec un accompagnateur, bien souvent ça ne marche pas. Et c'est, à vous écouter, madame, c'est aussi à chaque fois un cas d'espèce. Je vous ai la notion de sur-mesure en fonction de la personnalité du parcours de chacun. Là encore, le besoin de temps est évident dans ce domaine. Oui, du sur-mesure, bien sûr. Alors, on ne peut pas le multiplier à l'infini de sur-mesure parce que plus on veut faire du sur-mesure, plus ça coûte cher. Mais cette notion de sur-mesure, elle rejoint aussi l'idée de la personne qui est acteur de son parcours. Absolument. On s'est aperçu, chemin faisant, qu'une des choses que changeait fondamentalement la validation des acquis de l'expérience, c'est qu'on ne dit plus à la personne « tu n'es pas compétent, va te former ». On dit à la personne « tu sais probablement plein de choses et tu ne sais même pas que tu les sais, commençons par en faire l'inventaire ». C'est Galilée qui disait ça. Oui, mais quelque part, il avait fait la VAE. Absolument, il a fait de la VAE, voilà, Galilée. Absolument. Ouais. Et donc, je pense qu'à partir de du moment où on met la personne dans cette posture-là, on est de fait dans l'individualisation. C'est plus un formateur qui a défini un programme, un rythme pour apprendre, etc. C'est quelqu'un qui est mis en posture d'apprendre tout au long de sa vie. Et c'est ça qui est, je crois, l'élément le plus puissant dans la validation des acquis de l'expérience. Mais monsieur Merle, alors quand vous croisez une madame Nounès, quelqu'un comme vous doit être, ça aide à vivre, une expérience comme la sienne, après ce que vous avez vous-même porté, là. Mais bien sûr, c'est formidable parce que vous savez, peu de temps après le vote de la loi, il y a pas mal de gens qui ont obtenu leur diplôme par la VAE, et très souvent, très gentiment, on m'invitait à la remise du diplôme. Ouais. Bon. Eh bien, je vous assure que, même encore aujourd'hui, je suis parfois très ému, parce que quand on voit la charge symbolique que représente un diplôme en France,
en particulier pour des gens qui n'en ont jamais eu. Et je crois que c'est vous, madame, qui dites, mais moi, j'avais pas de diplôme. Bon. Tout à coup, on a un diplôme et on existe. Et d'ailleurs, quand les employeurs s'emparent un peu de la VAE pour en faire véritablement un levier pour tirer les compétences vers le haut, ils le constatent eux-mêmes. Je discutais avec un imprimeur l'autre jour qui est du côté enfin peu importe, mais voilà, dans la région byzantine et qui s'est mis à développer la VAE dans son entreprise. Et puis il propose ça à ses salariés et puis il tombe sur un gars, voilà, 45 ans, un peu bourru, qui dit moi, pourquoi je m'engagerais là-dedans, chef? Et il lui dit mais pour toi, je sais pas, mais aux yeux de ta femme, alors là, oui. Et quelque part, le gars y était, parce qu'il s'est dit, c'est vrai, si je rentre à la maison et que je dis, maintenant j'ai un diplôme. Et autre aveu fréquent, j'ai un diplôme et d'habitude, je dis à mes gosses, bosse à l'école. Et ils me disent, toi, papa ou maman, t'as pas de diplôme. Mais maintenant, j'ai un diplôme. Ouais. Voilà. Et donc, je crois que ça change le regard qu'on a sur soi-même, tout à coup. Et c'est obtenir cette forme de reconnaissance collective qui va au-delà du simple fait qu'un collègue ou un supérieur hiérarchique et dit, voilà, satisfecit pour ton travail. C'est une vraie reconnaissance symbolique que la société donne à l'individu. Eh ben bravo. Bravo et merci à mesdames. Merci à vous, messieurs. Merci, monsieur Merle.